2024 touche à sa fin, l'heure est donc au bilan de fin d'année, et aujourd'hui on se tourne vers les meilleurs premiers films avec un rapide petit top 10. Alors dans ce top, j'inclus tous les longs métrages qui ont été réalisés ou co-réalisés pour la première fois, que ce soit de l'animation ou du live action, et un premier film tout court ou un premier film de fiction après avoir déjà réalisé un ou plusieurs documentaires. Donc c'est une définition assez large quand même de premier film, et alors bon, il y a un certain écart quand même entre ces différents films, dont certains seront d'ailleurs présents dans le top 10 général, que l'on fera très prochainement en équipe et en débat. Et puisque ce sont des premiers films et que c'est important de les souligner, je vais en citer un peu plus que d'habitude avant de commencer mon top 10, avec quelques films qui pourraient y entrer en fonction de la définition du premier film, comme Flow de Ginzil Balodis par exemple, puisque le film dure 1h25 alors que son précédent n'est techniquement pas un long métrage, avec ses 1h14, mais bon, je considère que là, avec moins de 10 minutes d'écart littéralement, c'est assez similaire, je considère plutôt Flow comme son deuxième film. Pareil, je pourrais citer Michel Hazanavicius pour sa première réalisation en animation, avec La plus précieuse des marchandises, mais bon, je le considère pas vraiment comme un premier film, quoi. Sinon, rapidement, cette année, on a eu la première co-réalisation de Maria Alce avec El Professor, aux côtés de Benjamin Neistat, ainsi que le premier film de Cord Jefferson avec American Fiction, qui est d'ailleurs présent dans mon top streaming, ou encore le biopic sur Lee Miller, dont c'est le premier film en tant que réalisatrice d'Hélène Curas, qui est une chef opératrice avec plus de 30 ans d'expérience. Et si j'avais dû ne mettre que 2 mentions honorables dans cette liste, ça aurait été Il reste encore demain ou C'è ancora domani de Paola Cortellesi, qui est un pur film féministe italien, mais aussi un vrai film historique, voire satirique, qui fonctionne vraiment, surtout je trouve grâce à une superbe fin. Et le second, ce serait All We Imagine As Light de Payal Capadia, pour sa première réalisation de fiction, qui a notamment remporté le Grand Prix à Cannes. C'est un film de chronique sur 3 femmes à Mumbai, qui développe une intrigue sociale et interpersonnelle qui nous plonge dans l'Inde d'aujourd'hui. Et pour passer enfin au top à proprement parler, on va commencer par Skydon 2123 pour une double première réalisation de Tibor Badnocki et Sarolta Szabo, le duo de réalisateurs hongrois qui avait jusqu'ici co-réalisé plusieurs courts-métrages d'animation et qui passe donc cette année au long-métrage. Avec donc un film dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, qui mélange des décors modélisés en 3D et des personnages animés en rotoscopie, et qui est une véritable fable poétique et sensible qui pose de profondes questions sur nos sociétés et nos modes de vie. Ça mérite vraiment d'être souligné, c'est un beau petit film de science-fiction et d'animation adulte. Ensuite en numéro 9, j'ai Le Royaume, qui est le premier film donc, de Julien Colonna, un film corse, sur une certaine époque, les années 90, et le milieu corse, le milieu de la mafia corse à cette époque, un film autour d'une relation père-fille, et un film aussi d'époque et d'atmosphère, j'ai envie de dire, qui crée vraiment un naturel et une certaine authenticité auprès de ces personnages. On a l'impression de vivre avec eux au gré de leurs péripéties et de leur vie, etc. Vraiment un très beau premier film, surtout porté par de très bons acteurs. Ensuite, en 8ème position, j'ai Vice Versa 2, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, notamment dans le top d'animation. C'est en fait le premier film de Kelsey Mann, mais bon, c'est techniquement un premier film, puisque c'est la première fois où il réalise le film en solo, mais c'est quand même un vétéran de l'animation, hein, c'est quand même un gars qui fait partie de l'équipe de création d'animation des studios Pixar depuis pas mal d'années. Donc c'est pas un jeune réalisateur, mais c'est son premier film et honnêtement, voilà, ça reste une très très bonne suite au premier Vice Versa. Ça reste un film très agréable aussi bien pour les enfants que pour les parents, qui pose de bonnes questions sur l'adolescence et qui arrive à très bien, comme doit le faire une suite, poursuivre le concept du premier en ajoutant pas mal de nouveaux éléments, notamment les courants de pensée ou tout un tas de choses qui arrivent à l'adolescence. Donc non, c'est un très bon film d'animation et une bonne suite très bien gérée pour ce premier film de Kelsey Mann. En numéro 7, j'ai un film belge coproduit en France qui s'appelle La Nuit se traîne de Mickaël Blanchard. C'est un thriller nocturne qui nous plonge dans les rues de Bruxelles avec un serrurier qui va se retrouver involontairement impliqué dans les plans de la pègre locale et pris dans une spirale infernale. C'est un scénario vraiment sans temps mort qui maintient une tension de fou, dans un style visuel très réussi avec ces couleurs jaunes des éclairages de la nuit, et ouais, cette atmosphère un peu insomniaque et dans une mise en scène très dynamique, avec beaucoup de plans séquences. C'est haletant et assez surprenant par moments et vraiment très très maîtrisé, donc bravo pour ce premier film. Ensuite en numéro 6, j'ai Ni chaîne ni maître, qui est le premier film de Simon Moutaïrou, qui est un scénariste français qui a notamment écrit Goliath ou Boîte Noire, et qui donc là passe pour son premier film à la réalisation. Et c'est l'histoire d'une fuite initiatique à travers la jungle entre course-poursuite et pouvoir de féticheur dans une quête
de liberté souvent oubliée de l'histoire française, puisqu'on est sur l'île Maurice en 1759, et que ça parle donc d'esclavage et de marronnage. Et c'est un film poétique et culturel, à la fois très réaliste dans la violence du colonialisme, et parfois plus contemplatif, mais bien que ça reste dans une intrigue assez intense, donc non, vraiment très, très beau film. Puis ensuite, en 5e position, j'ai Les Fantômes, qui est donc la première réalisation de fiction du documentariste Jonathan Millet, qui s'attaque ici aux horreurs qu'ont connues les Syriens sous le régime de Bachar el-Assad et qui met en lumière en fait un réseau qui souhaite rendre justice au peuple syrien au-delà des frontières de son propre pays, et donc qui traque les tortionnaires, les anciens tortionnaires de Bachar, jusque par exemple dans ce film en France, en l'occurrence ça se passe à Strasbourg. Et c'est un film qui, encore une fois, un film de tension, qui fait monter la tension de manière constante jusqu'à une magnifique scène de restaurant, qui joue très bien sur la mise en scène et sur les sons, qui a beaucoup à dire, et notamment avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc non, très beau film, et très belle première réalisation de fiction, pour un documentariste qui évidemment s'attaque à des sujets de fond, de société et d'actualité, et qu'il a fait de même avec son premier film de fiction. Ensuite, en 4e, un autre film politique, c'est Tatami. Là, c'est la première co-réalisation de Zahra Amir Ebrahimi, puisqu'elle co-réalise avec Guy Natif, qui lui n'en est pas sa première réalisation. Zahra Amir Ebrahimi, en fait, c'est l'actrice qui avait notamment été primée pour les Nuits de Machhad à Cannes, qui donc là passe pour la première fois derrière la caméra, et co-signe donc un film qui mêle combat sportif et combat politique, dans un cadrage en 4/3, fait de clair-obscur, dans ce gymnase où a lieu un tournoi de judo, très très symbolique évidemment, où le tatami devient un peu cette arène de liberté. Donc c'est un très beau film et une première co-réalisation à noter évidemment. Puis on passe au podium, et en 3e position j'ai Santosh, donc de Sandhya Suri, dont c'est le premier film de fiction également, puisque c'est une documentariste qui cherchait en fait à faire un film sur les violences faites aux femmes en Inde, et en voulant traiter son sujet sous l'angle de ce que pouvaient bien penser les femmes policières lors des manifestations, notamment qui ont eu lieu en 2012, etc. Elle se demandait qu'est-ce qu'elles pouvaient penser de leurs conditions, de leur profession, quel poids avait l'uniforme, etc. dans ce cadre-là. Bref, ça devenait plus intéressant de le traiter sous la forme de la fiction, donc elle a orienté son projet comme ça, et c'est ainsi qu'est né le film Santosh, qui est donc une coproduction internationale, notamment française, avec la boîte de prod Haut et Court. Et c'est donc un film noir à l'approche très documentariste évidemment, mais qui est très maîtrisé, avec ses décors accablés de chaleur, qui joue sur la lumière naturelle des extérieurs, les clairs-obscurs des intérieurs, et qui met en scène toute la corruption et la violence de ce pays, sans mettre de côté sa protagoniste. Et Sandhya Suri réussit ainsi à... En fait, elle réduit par son cadre narratif les élites à un arrière-plan systémique, dont le poids se fait toujours sentir constamment dans l'intrigue. Et on suit cette policière pendant une enquête, mais en fait dans une trajectoire très intime. L'enquête est presque secondaire, c'est plus une porte d'entrée pour nous montrer le pays, pour nous faire découvrir la société, et surtout l'intimité de ce personnage. C'est presque une étude de personnage et une étude sociale en même temps, donc non, très très beau film, et très bon premier film de fiction. Ensuite, en 2e place, j'ai Dissidente, ou Richelieu au Québec, qui est donc le premier film de Pierre-Philippe Chevigny, qui réussit un magnifique drame social qui aborde l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère au Canada, notamment sud-américaine et guatémaltèque, dans le monde de l'agroalimentaire, pardon. Et en fait, on y suit une femme, une traductrice, qui fait le lien donc entre espagnol et français au niveau linguistique, entre la main-d'œuvre immigrée et la direction de l'usine, de la boîte agroalimentaire. Et c'est un pur film social québécois qui nous emmène du début à la fin, en fait, grâce à sa courte durée, sa caméra portée, ses plans séquences, enfin bref, tout ça, ça renforce l'immersion auprès des personnages, avec l'utilisation notamment d'une longue focale, d'un format resserré. C'est pas vraiment un 4/3, hein, c'est un 1,37 je crois, mais on n'a aucun plan d'ensemble, on est toujours au plus près des personnages, dans une palette sombre, qui sert en fait ce cinéma je sais pas, au plus près des personnages, un cinéma réaliste. Du coup, ça amplifie le sentiment d'angoisse et le manque d'horizon de ces ouvriers. Et ça crée vraiment une mise en scène oppressante, et puis bon, le rythme du film est assez soutenu aussi, donc la tension est palpable jusqu'au dernier plan. Enfin bref, c'est une petite pépite ce film. C'est à la fois du Ken Loach, du Stéphane Brisé, pour citer certains réalisateurs de fresques sociales comme ça, le tout vraiment construit comme un pur thriller, et très très bien mis en scène, donc non, magnifique premier film.
Et enfin le top 1, c'est Borderline ou La Llegada en espagnol, puisque c'est un film espagnol co-réalisé par deux Vénézuéliens, donc Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez. Le premier est scénariste et monteur, et le deuxième est chef opérateur, et ils ont très bien mixé leurs deux talents, leurs deux compétences. C'est une double première réalisation qui nous embarque dans un film très court, très resserré, aussi bien dans le cadre que dans sa durée du coup. C'est un film à huis clos, qui se passe uniquement dans un aéroport, avec des décors très minimalistes, mais une mise en scène pareille, qui réussit à complètement nous maintenir auprès de ce couple, qui du coup essaye de rentrer aux États-Unis et va connaître tout un tas de galères à la douane, à la frontière avec l'immigration. Et c'est un film multilingue, espagnol, catalan, anglais, qui est hyper bien réalisé au niveau de ses plans, qui construit avec toute une mise en scène claustrophobique et avec un rythme synchrone en fait, du début à la fin. C'est un film qui est court, pourquoi? Parce que c'est la durée des interrogatoires, c'est la durée... on vit en fait le film avec les personnages, mais même l'histoire est très bonne, puisque ça va poser des questions d'abord sur la politique américaine d'immigration, etc., avec un très bon personnage secondaire très symbolique, et également après sur des questions plus intimes, des questions de couple, des questions donc de relations au sein du couple, puisque le couple va pas forcément se fissurer, mais il va commencer à y avoir des doutes qui vont apparaître, etc. Et c'est une histoire vraiment très prenante, une mise en scène très prenante, et ouais, probablement la meilleure fin, ou l'une des meilleures fins de l'année. Donc magnifique premier film pour ce duo de réalisateurs vénézuéliens qui ont donc produit en Espagne ce film sur un dialogue de sourds avec l'administration américaine et ses candidats à l'American Dream. C'est plein d'ironie acerbe, et plein de suspense, plein de surprises. C'est tendu et drôle en même temps, enfin bref, c'est une petite pépite quoi. Donc voilà pour ce top 10 des meilleurs premiers films de l'année. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne d'autres tops par catégorie, blockbuster, animation, documentaire, etc. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres catégories, et surtout en fin de semaine évidemment, pour le fameux top 10 en équipe et en débat sur les meilleurs films de manière générale de l'année 2024. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fins de vacances, et à bientôt.